Le 1er octobre 2021, les parades militaires animaient la ville de Pékin à l'occasion de la fête nationale chinoise. Cette démonstration militaire ne se limitait cependant pas à ce spectacle, puisque dans le même temps, l'Empire du Milieu envoyait 38 avions survoler la zone d'identification aérienne de Taïwan. Parmi cette flotte aérienne, on trouvait un bombardier H-6 à capacité nucléaire. Les jours suivants, Pékin continuait ses provocations de la même manière, Xi Jinping appelant même par la suite à une réunification pacifique, tandis que la présidente Tsai Ing-wen faisait savoir ses intentions de ne pas céder aux pressions chinoises, qui n'ont fait que de s'accentuer depuis cet été, notamment après que la Chine a montré son hostilité face à la demande de Taïwan de rejoindre le traité de libre-échange transpacifique fin septembre. Alors que les positions des acteurs internationaux sont toujours aussi ambiguës, la Chine affirme ses ambitions quant à ce qu'elle estime être un conflit interne, puisqu'elle ne reconnaît pas l'autonomie de l'île, qu'il l'est pourtant de facto, son modèle démocratique libéral s'opposant d'ailleurs de plus en plus explicitement de celui de la RPC. Bienvenue sur Polytips, et aujourd'hui on va donc essayer de comprendre où en est la situation actuellement, quels sont les scénarios qui se dessinent quant à la réunification et quels sont ceux qui sont les plus probables. En bref, on va essayer de comprendre comment cette montée des tensions peut évoluer, mais aussi d'expliquer comment elle illustre les rapports sur la scène géopolitique à l'heure actuelle, notamment entre la Chine et les États-Unis. On est parti. D'abord, revenons très brièvement sur le contexte historique ayant conduit le conflit là où il en est aujourd'hui. En 1949, le Parti communiste s'empare du pouvoir de manière non révocable en Chine continentale, poussant les nationalistes chinois du Kuomintang à fuir vers la petite île de Taïwan. Revendiquant chacun le territoire appartenant à l'autre, les deux gouvernements vont dans les décennies suivantes se développer séparément et d'une façon radicalement différente. Tandis que la Chine continentale sera dans un premier temps maoïste, elle va par la suite espérer rallier l'île de manière pacifique à la suite de sa libéralisation à partir de 1979, pensant qu'elle rattraperait l'île économiquement et que cette prospérité mettrait fin aux réticences de Taipei. Ce ne fut pas le cas, puisque comme on le sait, Taïwan se démocratisa assez naturellement, et son développement économique ne lui donna pas envie de se rapprocher de Pékin. Aujourd'hui, bien que la Chine se soit énormément développée, elle sait que Taipei ne se ralliera pas de lui-même, à raison puisqu'environ 65% des habitants de l'île se sentent aujourd'hui taïwanais, contre environ 17% en 1994, tandis que 32% souhaiteraient une indépendance formelle, et que le durcissement politique de Pékin semble éveiller la défiance de nombreux Taïwanais. Cet antagonisme semble s'accentuer à mesure que la Chine revendique de plus en plus agressivement sa souveraineté sur Taipei, et ce particulièrement depuis l'élection en 2016 de la présidente Tsai Ing-wen, dont le parti progressiste est fermement opposé au rattachement de l'île. Le premier scénario qui semble se dessiner lorsqu'on se penche sur l'actualité est celui d'une réunification par la force, puisque l'armée de libération populaire s'introduit de plus en plus fréquemment dans la zone d'identification aérienne de Taïwan. Ce scénario paraît tout de même difficilement réalisable, puisqu'envahir l'île militairement impliquerait de l'encercler et donc de prendre position à l'est. Et il est difficile à l'heure actuelle de savoir si l'armée chinoise en est capable, puisque bien qu'en pleine expansion, celle-ci n'a jamais mené de guerre frontale de ce genre, ses capacités ne peuvent donc qu'être estimées à l'heure actuelle. Au-delà de ça, cette pression constante oblige Taïwan à maintenir ses forces armées en activité de manière constante autour de l'île, et à investir massivement pour faire face à une guerre éventuelle, notamment dans ses capacités anti-aériennes, ce qui coûte très cher à l'armée, qui a d'ailleurs fait part de sa grande difficulté ces derniers mois. Bon, bien entendu, Taipei sait qu'il lui serait extrêmement difficile de tenir bon face à des assauts permanents de l'armée chinoise, mais l'objectif ici est de construire une armée suffisamment préparée pour tenir en cas d'attaque jusqu'à l'arrivée de renforts potentiels. Les États-Unis en tête. Bon, les États-Unis restent en revanche plutôt ambigus stratégiquement, puisque si ces derniers ont rappelé qu'ils soutenaient Taïwan et ont souligné qu'ils disposaient de l'armée la plus puissante de l'histoire, rien ne garantit qu'ils interviendraient si la guerre était déclarée, et ce en dépit d'un approvisionnement militaire constant vers l'île. Washington sait que derrière ce conflit se joue évidemment une démonstration de la capacité militaire de Pékin, qui se place en tant que puissance capable de déclencher un conflit dès qu'elle le souhaite pour servir ses intérêts. Et par cela, la RPC envoie un message direct aux Américains. Rappelons que le projet de Xi Jinping est de faire de la Chine la première puissance mondiale à l'horizon 2049, et qu'il a signalé que cela ne pourrait se faire que si la Chine était réunifiée, ayant soutenu l'idée que la question taïwanaise ne peut être, de manière indéfinie, transmise entre les générations. Certains experts estiment que 2025 pourrait d'ailleurs être une année idéale pour une invasion, puisque c'est l'année suivant les élections américaines et taïwanaises, ce qui rebattrait les cartes sur la scène géopolitique et pourrait ouvrir une brèche dans laquelle Pékin s'engouffrerait. La réunification par la force est donc possible, mais très difficilement estimable, puisqu'elle pourrait avoir lieu suite à une erreur militaire de la part d'un des deux camps, en quel cas les tensions escaladeraient potentiellement jusqu'à la guerre. En effet, Pékin sait que cela coûterait extrêmement cher, d'autant que le projet de puissance auquel il aspire passe par le commerce. Les deux pays sont donc
interdépendants économiquement, 31% du commerce extérieur de Taïwan étant dirigé vers la Chine. De son côté, Taipei fait partie des leaders mondiaux dans le secteur des hautes technologies, et notamment des semi-conducteurs, et Pékin profite également de ces secteurs florissants en se fournissant chez eux. En fait, la RPC voudrait plutôt acquérir Taïwan pacifiquement, l'acquérir comme un fruit mûr. Pour cela, des pressions sont exercées sur le plan commercial et économique. La Chine avait par exemple imposé en février 2021 un embargo sur les importations d'ananas de l'île, l'Empire du Milieu étant habituellement la destination de 95% de ses exportations. Les visas accordés aux citoyens chinois allant vers Taïwan sont aussi plus durs à acquérir à présent, réduisant le tourisme sur l'île. Ces pressions sont bien entendu bien plus simples à imposer dans ce sens que dans l'autre, puisque Pékin possède une économie bien plus large et internationalisée, et peut donc compenser facilement une réduction de certains des approvisionnements venant de Taipei, ce qui n'est pas le cas inversement. Mais malgré cela, Taïwan entend bien se défendre et a par exemple allégé les charges aux entreprises situées sur son territoire afin de pousser ces dernières à relocaliser. Ces avantages en matière de fiscalité s'accompagnent d'un plan d'investissement de certaines entreprises à Taïwan à hauteur de 33 milliards de dollars. Tout cela devrait donc permettre d'atténuer la dépendance économique de l'île avec son grand voisin. La solution de la réunification pacifique semble donc être aussi compromise par l'attitude de Taïwan et de son agilité stratégique, lui permettant d'échapper aux pressions venant de Pékin, bien que l'on se doute que le gouvernement chinois peut encore largement étreindre sa proie. Le dernier scénario est celui d'une indépendance totale de l'île. Et c'est vrai que certains éléments nous poussent à penser que ce n'est pas totalement improbable, puisque le parti au pouvoir soutient l'indépendance et que l'île est de facto autonome, bien qu'elle n'ait jamais déclaré cette indépendance. Mais là encore, tout cela est compromis, d'abord parce que la Chine ne le permettrait jamais, mais aussi parce que le pays n'est déjà actuellement pas reconnu par la communauté internationale. On compte aujourd'hui 15 pays qui reconnaissent Taïwan, et la Chine étant trop puissante diplomatiquement, même les pays qui reconnaissaient autrefois Taïwan, comme les États-Unis, ne peuvent plus se le permettre aujourd'hui, craignant les représailles de Pékin. Le soutien ne peut donc pas aller jusqu'à reconnaître la pleine souveraineté de Taïwan, et c'est d'ailleurs aussi la position de l'UE, qui ne peut pas aller au-delà de cet appui symbolique pour cette démocratie menacée de disparition. Taipei se place donc aujourd'hui comme étant la voie de la liberté en face d'une Chine de plus en plus autoritaire, et le fait entendre également en livrant une guerre de communication. Des lois anti-infiltration ont été promulguées, et une stratégie de lutte contre la propagande chinoise a été lancée sur les réseaux sociaux, où le gouvernement taïwanais publie activement pour démentir les accusations de la RPC à son égard. Quoi qu'il en soit, il est aujourd'hui très difficile de prédire comment va évoluer la situation, puisque plusieurs scénarios restent très incertains et dépendront de la situation et de la position des acteurs engagés dans le conflit. On peut imaginer aussi une sorte de statu quo à moyen terme, la Chine étant consciente des risques qu'impliquerait une tentative de ralliement de l'île. Finalement, il faut retenir que la Chine est aujourd'hui impliquée dans des conflits multiples et qu'elle doit adopter une stratégie multilatérale pour que les actions qu'elle engage envers certains pays ne froissent pas d'autres pays situés à l'autre bout de la planète.